Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'opération élection législative qui s'affirme de plus en plus vitale pour le régime, du moins pour un certain clan du régime, semble être très sérieusement compromise. En plus d'un boycott annoncé qui se manifeste de façon très active par une jeunesse qui s'investit non seulement dans les réseaux sociaux, mais jusque sur le terrain, voici que d'autres coups de boutoir, assénés de façon magistrale et trop concentrés pour être innocentes, viennent nous révéler que des forces à l'intérieur même du régime viennent d'entrer dans la danse pour saper de façon très forte ces élections de tous les doutes. Deux événements viennent d'avoir lieu, l'un après l'autre, tous les deux inédits, tous les deux particulièrement impressionnants, viennent de se produire qui montrent de façon très forte que quelque chose de décisif se trame quelque part dans les plis intimes du régime. La première est que les imams, dans leur quasi-totalité, hier, ont refusé pour la première fois, écoutez-moi bien, pour la première fois dans l'histoire du pays, d'obtempérer à une instruction de leur ministre de tutelle, de consacrer le sermon du vendredi à l'obligation d'aller voter et de contrer ces traîtres et ces agents de la main étrangère que sont les boycotteurs. Et là, il ne faut pas être naïf. Ces imams ne se sont pas rebiffés comme ça, tout seuls, comme des grands, de façon spontanée, dictée par leur seule conscience. Non. Ce n'est pas que ça se passe. C'est un ordre qui est tombé venant d'une autorité autrement plus importante que celle de leur ministre. De quelqu'un ou d'une force qui cherche à s'aborder ces élections. Pareil pour la décision du haut commandement de l'armée de ne pas organiser le vote des soldats à l'intérieur des casernements. Là aussi, c'est la première fois depuis l'indépendance qu'une telle décision est prise. Et là, elle est tout ce qu'on veut, sauf fortuite, sauf gratuite. Des forces non encore identifiées et dont on ne sait pas encore quels sont leurs véritables objectifs, et qui s'activent au cœur même du régime, se sont engagés contre ces élections très vraisemblablement. Elles mettent tout en œuvre pour les saborder, parce que de ces élections dépendra, comme chacun le sait désormais, la suite des événements, tout particulièrement pour la succession annoncée de Bouteflika. Nous allons commencer donc par les sujets de la semaine, de la rétro-info. Et nous commencerons par les législatives, le déclic de la résistance. RFI Afrique, législative en Algérie, une campagne électorale bien terne. Par RFI. Alors, aujourd'hui, nous aurons avec nous sur le plateau, pour en parler, Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid France. Bonsoir. Ahlan bik. Merci d'être avec nous. Shukran. Samir Bellatesh, militant pour la démocratie. Azul Flaoun. Azul. Et Bouzid Chalalen, journaliste. Bonsoir Jamal, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, mes amis, législative encore et toujours. J'aimerais que nous commencions par parler de ces deux événements qui viennent tomber. J'allais dire la rébellion des imams et la décision du haut commandement de l'armée de ne pas organiser les élections à l'intérieur des casernes. Si on commençait par les imams d'abord, qui se jettent à l'eau. Écoutez, ce qu'on a vu là, c'est, d'abord, il faut le dire, une tentative d'utilisation de la religion à des fins politiques. C'est-à-dire tous ceux
que le régime a contesté et frappé pour lorsque d'autres forces ont utilisé ou tenté aussi d'utiliser la religion à des fins politiques. Ce faisant, le régime utilise à ce jour encore des forces politiques qui se réclament aussi de la religion. C'est-à-dire qu'il continue dans ce sillage-là, c'est-à-dire que lui, il continue à s'octroyer tous les droits et à les refuser aux autres. Absolument. Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans cette continuité-là, effectivement, que des instructions ont été données. Ouvertement, ils ne sont pas cachés. Ils ne se cachent plus de rien, finalement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Ils l'expriment ouvertement qu'ils ont tous les droits, sauf pour les autres. Que les lois s'appliquent à tous les autres, sauf à eux. Je l'ai déjà dit. Et donc, ouvertement, ils donnent des instructions pour que les imams appellent à voter et de préférence à voter pour les clientèles du régime. À dénoncer les boycotteurs comme étant des gens qui veulent plonger le pays dans la violence, dans l'insécurité. Et ça a été dit de façon littérale, comme ça. Oui, mais on n'a pas manqué de menaces, nous qui avons engagé un boycott actif de ces élections. Je rappelle que Gilles Jadid a été la première formation à appeler un boycott actif. Et qui continue d'ailleurs à le tenir, puisque aujourd'hui même... Rappelez-nous quelles sont les forces qui sont avec vous, les forces politiques organisées, j'entends. Il y a 12 organisations, on va dire, politiques et de la société civile. Il y a des partis politiques qui n'ont toujours pas d'agrément. Voilà, il y en a un certain nombre qui aujourd'hui contribuent activement avec nous sur ce boycott. Mais le boycott, en fait, ne se cantonne pas à ces 12 organisations. Vous l'avez dit, il est complètement généralisé. Il a été pris à bras-le-corps par les réseaux sociaux, par une jeunesse qui investit le terrain, qui casse les panneaux, qui les jette à la poubelle, ou qui y placarde souvent des photos de disparus, des caricatures, qui accrochent des sacs poubelles, des baguettes de pain. Absolument. Il y a d'autres forces, donc finalement, qui agissent pour le boycott. Et il y a là comme un réveil de conscience populaire à propos de cette élection. Et là aussi, je me souviens que vous, Jamel Din, vous m'avez interpellé au moins à 2 reprises en me disant vous allez être seul sur ce boycott. Oui, en effet. Et je vous avais affirmé ici que finalement, Gilles Jadid va accompagner un mouvement qui existe dans la société. C'est vrai. Et ce mouvement-là, pourquoi nous l'avions senti? Parce que nous faisons des sorties sur le terrain, parce que nous allons dans les rues, dans les cafés. On a été raillés parce qu'on allait dans les cafés, mais comme nous ne faisons pas des meetings dans des salles fermées et surveillées par les forces de l'ordre, donc nous allons directement sur le terrain et on savait bien que cette élection n'allait pas prendre. Et cette histoire d'imam? Et donc, j'en reviens à cette histoire d'imam. Donc là, aujourd'hui, on a visiblement une rébellion, puisque certains imams refusent. Et vous pensez que c'est une rébellion? Je ne sais pas. Il n'y aurait pas eu un ordre tombé de plus haut que le ministre, que leur ministre? Peut-être. Vous croyez à ce sursaut de conscience généralisé pour la première fois depuis l'indépendance? Il est difficile d'y croire et je vous mentirais si je vous disais ici que non, il y a une conscience chez un certain nombre de commis d'État pour se rebeller, pour dire on refuse ce que vous nous demandez de faire. Donc non, je n'y crois pas. Ce qui compte, c'est que finalement, les citoyens ne soient pas induits en erreur par des autorités religieuses qui sont censées incarner autre chose que de la politique ou ce type de sujet. Et je peux vous dire que quand j'ai été très peiné de voir sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a eu ces instructions données aux imams, de voir sur les réseaux sociaux des citoyens qui disaient on va boycotter vendredi la mosquée. Les mosquées. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible.
Moi, je pense que contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur Bedoui a annoncé lors de durant un meeting ou durant une conférence de presse, où il a déclaré que les services de sécurité vont procéder à l'arrestation d'un blogueur qui a porté atteinte, entre guillemets, à... Qui a déformé, d'après lui, voilà, qui a porté atteinte aux élections législatives. Oui. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une atteinte plus grave que celle-ci. Je pense que l'ingérence, justement, de ces autorités et leur violation pour les lois, parce que quand on dit qu'il y a une circulaire qui interdit dans les mosquées l'utilisation, la récupération des religions pour des fins politiques, après, 2 ou 3 mois après, tu as une autre instruction pour leur demander de prêcher pour que les gens aillent voter. Je pense que c'est une violation des lois. Aussi, moi, je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, c'est parmi les premières fois où le ministère, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette circulaire, on la voyait partout. Enfin, cette instruction, excusez-moi, on la voyait partout. Elle était sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je trouve que c'est une provocation déjà. Et c'est ce qui a provoqué justement, je pense, l'effet contraire. C'est une provocation déjà vis-à-vis des imams. Parce que, quelque part, le message, c'est que... Ils ont toujours reçu des instructions, ils ont toujours appliqué. Non, ils ont toujours reçu des instructions en cachette ou indirectement, il n'y a pas de souci. Oui. Mais cette fois-ci, on l'a dit publiquement. Et c'est comme si on dit, voilà, c'est nous qui décidons même des prêches. Donc, même quelque part, même les imams, ils vont se sentir gênés. Même les gens qui vont y être... Vous pensez qu'ils auraient pu décider eux-mêmes, dans le secret de leur conscience, de ne pas obéir à cette injonction? Écoutez, il y a plein de paramètres qui peuvent vraiment changer les choses et on n'exclut pas peut-être qu'il y aura des gens, même au sein du ministère de la religion. Je pense qu'il je pense qu'il y aurait aussi des gens peut-être conscients qui vont être contre ça, parce que il faut le rappeler toujours que dans toutes les institutions, heureusement aussi, qu'il y a toujours des gens qui sont honnêtes et qui sont là pour servir vraiment les intérêts du pays. Des gens, c'est une majorité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qui ont refusé. Mais justement, déjà, le premier point, c'est que je pense que les imams vont percevoir ça comme une provocation et comme une atteinte et comme une insulte. Parce que moi, je suis imam et je prêche normalement par rapport à... C'est de la religion. Mais après, toi, tu me donnes instruction pour me dévier carrément de ce que je fais de la religion. C'est quand même une atteinte et une insulte vis-à-vis des imams. Aussi, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Et aussi, il y aura les gens qui vont boycotter la prière du vendredi pour ça, attention. Hein. Parce que les gens, ils sont contre d'aller voter, de 1. Et de 2, en ajoutant cette provocation, et je pense c'est pour ça que beaucoup ont dit sur Facebook, je vais boycotter la prière du vendredi. Mais bien sûr, c'est pour ça que je t'avais dit, justement, c'est une provocation et c'est une insulte. Parce que les gens qui vont aller faire la prière et qui pratiquent vraiment la religion, ils ne vont jamais accepter ça. Samer ? Moi, j'ai envie d'être un petit peu précis sur le mot, parce qu'il induit, je pense, quand même des débats. C'est le monopole que fait l'État de la mosquée. Je ne pense pas que ça soit nouveau, ce n'est pas nouveau. Oui. Ça fait très longtemps que la mosquée est utilisée d'une manière comme ça, par les autorités pour faire ce qu'ils veulent, pour faire passer les messages qu'ils veulent. On a même vu, je pense, des fois aux autres. Hein. Absolument, mais on a vu, je pense qu'on a vu de toutes les couleurs en fait avec ce genre de choses. On a fait dire des choses aux imams. Ils reçoivent leur prêche. Hein. Ils le reçoivent écrit. À un certain moment. Exactement. Ils sont capables de faire intervenir sur des sujets des fois très ridicules. Et du coup, donc on a l'État qui est quand même une dictature, il faut le dire, et qui fait cette dictature fait ce qu'elle veut de tout ce qui existe sur le territoire national, de tout ce que font les Algériens. Ils font ça de la mosquée, mais ils font ça des associations, de la société civile, etc. Donc nous sommes bel et bien dans ce cadre-là. Par contre, c'est pour ça que je disais ihtikar, je ne pense pas que la mosquée, on peut lui enlever son rôle et son histoire. La mosquée, elle n'est pas tombée du ciel, on l'a depuis le début de l'islam. Et c'est un endroit où il y a eu des débats politiques, où les choses très importantes se sont discutées, se sont décidées, etc. Donc ce qui pose problème, ce n'est pas
de laisser les Algériens s'exprimer dans les mosquées, etc. Ce qui pose problème, c'est le monopole qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'une partie va dire non, non, la mosquée, c'est à moi, c'est pour mon idéologie ou c'est pour mon parti politique, c'est pour ma politique. Voilà qui peut poser problème. Sur le refus, quelle lecture faites-vous de ce refus spontané? Ça veut dire que ça s'est passé de la même manière, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il n'y a eu que quelques mosquées de gens zélés qui ont voulu obéir au ministre. Quelques mosquées. Maintenant, reste quand même à voir les chiffres et tout ça un peu non, mais ils sont déjà quasiment tombés. La plupart, je vais lancer un chiffre comme ça, au moins 90%. Il faut être sûr de ces chiffres-là. Non, mais nous sommes renseignés un peu partout. Très bien, très bien. Alors, presque tout le monde nous dit que les imams n'ont pas obtempéré. Très bien. Moi, mon commentaire, c'est que, contrairement à ce qu'on dit souvent, en Algérie, il y a de la résistance populaire. Les imams, ils font partie du peuple, en fait, comme des militants des associations, des partis politiques. Ce n'est pas un contre-ordre qui leur est tombé dessus? Je ne sais pas. Si vous avez des éléments qui permettent de le dire, peut-être. On n'a pas d'autre choix que de spéculer. Peut-être. Par contre, exactement, on peut faire on peut essayer de comprendre. Non, on peut essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'on connaît le contexte général. Voilà, exactement. On sait dans quelle situation nous sommes et nous savons aussi que l'Algérie, elle passe par une période très difficile. Le régime en place, il est en train de bouillir comme ça. C'est bouillonnant à l'intérieur. Il se bagarre entre clans, entre groupes, entre idéologies, entre intérêts plutôt, parce qu'il s'agit d'accès aux intérêts. Il se bagarre. Peut-être qu'il y a eu un ordre, un contre-ordre. Ça choque à l'intérieur du régime. Ça interpelle d'autant plus que ça coïncide avec la sortie de Gaït Saleh, que nous allons écouter. يحرص على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج سكنات وفقا للقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني. واجبهم العسكر واجبهم الوطني خارج السكنات وفقا للقانون. C'est la première fois qu'il l'applique. Le canon, en plus, quand c'est le big boss de l'armée qui nous l'annonce, on a envie de rire si ce n'était pas une situation dramatique. Il n'a jamais appliqué ce canon. Absolument, c'est les premiers à piétiner la loi, la constitution, etc. Nous le savons, on peut donner énormément d'exemples, ce n'est pas la peine de barber les téléspectateurs avec ça, tout le monde les connaît. Nous vivons dans une dictature militaire qui est liée à des intérêts financiers, de mafieux, de clans, de trucs et tout. Ces gens-là, en fait, ils nous font des effets d'annonce. Je pense que nous sommes dans une période où ils vont nous occuper avec des choses, etc., pour faire croire qu'il se passe une action politique, une activité politique en Algérie. Ce n'est pas vrai. En Algérie, on ne peut pas faire de politique, les gens ne peuvent pas s'organiser, on n'autorise pas les gens à créer ni des associations ni des partis politiques. Quand ils ont des partis politiques ou des associations, on ne les autorise pas à faire leurs réunions, à rencontrer le peuple, etc. Encore moins à appeler les gens à venir dans la rue pour discuter pacifiquement, etc. Ils ne permettent pas. Ensuite, les annonces qu'ils nous font, etc. Moi, je dis, c'est des il ne s'agit pas d'événements importants, en fait. C'est l'expression, en fait, le sujet d'avant et celui-ci. La coïncidence. À mon sens, c'est l'expression d'une panique généralisée, d'abord, de ce régime qui a bien pris conscience, finalement, qu'il va être très difficile d'annoncer des chiffres de participation qui soient complètement décorrélé avec ce qui se voit sur le terrain cette fois-ci. Et on voit bien qu'ils ont tenté, tout tenté, des menaces sur les partis qui boycottent, des instructions pour les imams, et en parallèle des gages de scrutin, entre guillemets, libre et transparent, avec cette annonce qui, pour la première fois, c'est-à-dire c'est une exigence des partis depuis le début du multipartisme, et aujourd'hui, on nous annonce que les militaires, finalement, vont respecter la loi pour aller voter à l'extérieur des casernes. Zoher Rouez, je me permets de vous interrompre. Justement, c'est là où ça nous interpelle. Parce qu'à un moment où il y a un boycott annoncé, où il va y avoir une défection quasi généralisée,
ils avaient déjà ce potentiel qui est celui de ce bloc uniforme qui vote dans un seul sens à l'intérieur du caserne, qu'on offre à une formation ou à 2 formations désignées à l'avance. Normalement, c'est le contraire qui aurait dû se produire. Et non pas priver le peu qui reste de potentiel électoral d'un tel bloc, celui des militaires qui généralement votent à l'intérieur des casernes et votent dehors. Oui, oui, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont abdiqué ou ils ont oublié tous les dispositifs de fraude existants jusque-là. Cela ne veut pas dire, cette annonce ne veut absolument pas dire qu'ils ne seront pas tentés, qu'ils ne le feront pas de nouveau du bourrage d'urne et frauder de nouveau pour les partis du régime. Oui. Ça veut, ce que je vois là, ce que j'entends ici, c'est de montrer que finalement, il y a un gage supplémentaire. Cette élection sera conforme, transparente, elle sera conforme à la Constitution, aux lois, et nous sommes garants de cela. Après la coïncidence des 2 éléments, on peut effectivement essayer de supputer et de dire que bon, c'est très curieux ce qui se passe. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui semblent peut-être curieux. Mais l'élément le plus important, c'est ce qui se passe dans la société. Et je pense que ça, ils le savent parfaitement. Et il ne sera plus possible d'avoir un taux de participation comme ceux qui ont été annoncés au vu de ce qui se passe. Mais cela ne veut absolument rien dire par rapport à leur capacité de nuisance et donc de fraude. Les partis de l'opposition qui sont dans cette élection le disent eux-mêmes. Vous êtes ? Moi, je pense que la déclaration de Gaïd Salah est très grave, pour 2 raisons. Parce que, du point de vue juridique, il ne nous a rien rapporté. Le militaire, c'est la loi. Mais il n'a jamais été appliqué. Mais ce qu'il faut savoir, je pense, que c'est une tentative d'influence de l'opinion publique pour y aller voter. Pourquoi? Parce que le Gaïd Salah, il faut peut-être rappeler un fait très récent. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux message adressé au FLN pour félicitations. Oui. C'est une ingérence dans les affaires politiques. Le Gaïd Salah n'a pas à faire de la politique, c'est le chef des forces armées. Donc, ceci dit, que le Gaïd Salah essaye ou tente d'influencer l'opinion publique et dit aussi le message, ce qui est aussi important dans son message, de dire que voilà, les militaires, le jour du vote, seront des citoyens civils, seront des civils, ils vont aller voter comme des Algériens. C'est comme si tout se passe bien. Pourquoi? Parce que peut-être le jour des élections, comme on a l'habitude de voir sur le NTV, nous montrer les foules justement qui ont voté, je pense que cette fois-ci, ils vont peut-être utiliser ça pour nous montrer ces images, ces fameuses images. Aussi, quand on dit les militaires vont voter en dehors des casernes, il se passera quoi le jour du vote dans les casernes? Est-ce qu'on va déserter les casernes? C'est pas possible. Donc peut-être qu'il y aura 2 votes, comme ils ont l'habitude de faire, ou bien, franchement, moi je me pose la question. D'ailleurs, j'étais très étonné d'entendre ce genre de déclaration, parce que pour moi c'est une ingérence. Parce que ce qu'il a dit juridiquement, franchement, il n'a rien rapporté de plus. Juridiquement, c'est la loi. On se pose d'autant plus la question que dans le même temps où on est en train de vider le vivier, le potentiel électoral proche du régime, celui des imams qui peuvent aider, et celui des casernes qui aurait certainement apporté un bloc, dans le même temps. Et ce sera notre deuxième sujet. Une autre partie de ce régime est en train de tout faire pour inciter les gens à voter. Nous allons voir le deuxième sujet. Le matin d'Algérie, mosquées et zaouïas appellent de vote sur ordre du ministre des Affaires religieuses par le matin. Mais il n'y a pas que les mosquées et il y a aussi l'administration. Ça veut dire les ministres, c'est l'aile qui sillonne le pays. Depuis quelques jours, il va partout, sous couvert d'inauguration, de visites de travail, mais dans le principal objectif est de, comme ils disent, sensibiliser pour une vaste participation. Le ministre de l'Agriculture a profité d'une journée nationale d'information il y a quelques jours pour faire de la promo. Pour le ministre de la Religion, pareil, il appelle tout le monde, il passe de wilaya en wilaya. Je pense, Jamel, tout ça... Pardon, mais d'autres... Oui. Et ça va très loin. Par exemple, et ça, c'est des faits rapportés par le Soir d'Algérie.
La Ligue d'Alger des sports automobiles a organisé une course automobile. Non, mais où elle appelle les gens à aller. Une infinité d'actions de ce genre de jeu. Mais tout ça a été justement préparé lors du dernier congrès du FLN. Il faut justement se rappeler de nombre de personnalités, je rappelle, de ministres et d'institutions et d'associations qui ont été présentes et conviées au dernier congrès du FLN. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse bagarre entre à Alger, oui. Entre l'agent de sécurité et les journalistes, l'agent de sécurité qui a agressé les journalistes. Parce qu'ils ont osé poser la question. Ça aussi, c'est pas rien, il ne faut pas oublier ça. Donc, je pense que tout ça a été préparé. Donc, aujourd'hui, si on voit des ministres faire la campagne ou des associations qui vont recevoir des subventions, entre guillemets, je pense que c'est un fait qui a été préparé. Ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai eu, par exemple, des gens, qui habitent un peu partout en Algérie et qui me disent qu'il y a même certains d'entre eux, c'est des blogueurs, c'est des militants, qui ont même essayé d'infiltrer, peut-être c'est pas le mot, c'est le mot, d'infiltrer le système justement du FLN. Ils m'ont affirmé qu'il y a même des gens, il y a toute une organisation, toute une logistique qui a été mise en place pour justement rémunérer les gens qui vont ouvrir des bureaux de campagne dans leur commune. Alors, très vite sur ce sujet, avant de passer au sujet suivant. Ce n'est pas nouveau, l'utilisation de l'argent public. Et de l'administration. Et de l'administration, mais ça, c'est ainsi depuis des décennies. Ce n'est pas un fait nouveau. Moi, ce que je vois, le fait nouveau, à mon sens, et je crois que c'est bien l'enjeu de cette élection, c'est finalement le taux de désaffection de la population et de détestation de ce régime et de toutes ces clientèles qui le soutiennent. Je crois que l'enjeu de cette élection est là et j'ai le sentiment que le régime a compris qu'il a perdu la bataille électorale du 4 mai prochain puisque la population l'a gagné, c'est le camp du boycott qui a gagné cette manche-là à aujourd'hui, à date, on va dire, et c'est bien ce coup de panique qui a fait qu'ils descendent de leur piédestal et ils vont faire campagne, parce que sous couvert, vous l'avez dit, de sortie gouvernementale, en réalité, ils essayent de rameuter les clientèles à coup de distribution d'argent pour que les gens participent en les payant pour tenir des permanences électorales, en les payant pour aller tenir les urnes qu'on va bourrer le jour J ou le soir du 4 mai. Donc c'est l'expression de ce coup de panique et c'est, à mon sens, c'est cela l'enjeu de cette élection. On a même vu, comme à Paris par exemple, la Zorna dans les rues de Paris, oui. En Algérie, comme du temps du colonialisme où on distribue des bonbons aux enfants. C'est incroyable, ça veut dire que cet usage de tous les moyens. On a appelé ça le carnaval Fedchara, comme l'ont appelé beaucoup de gens sur Facebook. Ce n'est pas sérieux, etc. Moi, je rejoins quand même ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y a une cassure nette entre le régime en place et la population. C'est révélateur de beaucoup de choses, mais c'est aussi c'est très dangereux en fait. C'est-à-dire on sait que plus il y a cette cassure, plus l'affrontement, etc. est tout proche en fait. C'est-à-dire que le peuple ne répond plus aux actions de stimulation en fait, que fait le régime sur la population. Les gens sont complètement dans un autre monde. Absolument. Par contre, sur on parle de boycott. Certains partis, notamment le vôtre, c'est-à-dire se sont mis sur cette ligne-là et tout. Moi, je pense que les Algériens ils sont dans une logique d'abstention parce qu'ils ne font pas confiance à la classe politique, y compris la classe politique de l'opposition, y compris nous tous. Mais là, Samir, les gens et sont du dans coup, les gens sont dans une logique d'abstention. Ils ne font confiance à personne, en fait. Mais il y a une logique de boycott actif qui est sur le terrain. Non, mais ce n'est plus l'abstention. Mais le problème, ce que j'ai envie de signaler, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que je dirais, c'est que quand on boycotte une élection, ça veut dire qu'on est dans une démarche politique qui vise à changer la chose parce qu'on a une alternative, parce qu'on a un projet politique, etc. Les Algériens ne le perçoivent pas comme ça. Ils réagissent parce que moi, je fais partie des gens qui croient que les Algériens résistent, contrairement à ce qu'on dit. Ils ont une façon spéciale de résister parce que quand on vit en dictature, quand on a l'histoire qu'on a, c'est la nôtre, histoire proche et lointaine,
on développe des façons de résister, notamment celle-là, qui consiste à aller casser les panneaux pour dire aux gens qu'on ne veut pas voter, qui consiste à aller dire on ne votera pas pour des voleurs, mais etc. Ce ne sont pas des gestes éminemment politiques? Je n'ai pas dit que les gens sont apolitiques. Je dis qu'il n'y a pas d'alternative politique présentée aux Algériens et qui permet... Une chose après l'autre. Je l'espère. Moi, je suis dans cette logique-là. Sinon, rapidement, chacun... C'est ça. Nous sommes dans la construction d'un processus qui doit amener effectivement à ce que le citoyen, après la résistance passive et dans une résistance active, ce que vous venez de décrire, les panneaux, etc., pour passer petit à petit dans un engagement pour le changement. Parce que c'est bien ça le souci. Il y a un désir de changement, mais il n'y a pas encore un engagement massif qui permette effectivement de soutenir des partis d'opposition qui pourraient, eux, porter une alternative. Et c'est bien ce que nous faisons. Quand j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas dit, et je le redis, nous ne sommes pas à l'origine de ce phénomène de boycott massif qui est dans la population. Nous avons compris qu'il s'agissait de cette désaffection, de cette détestation. Nous accompagnons ce mouvement, mais nous l'expliquons. Donc ça, c'est le rôle des partis, d'être sur le terrain et d'expliquer, de donner des éléments d'explication historiques, sociologiques, politiques à ce qui se passe pour effectivement, c'est notre ambition, incarner cette alternative. Bouzid, dernier mot avant de passer. Moi, je pense tout simplement que ces élections ne sont plus crédibles. Donc, c'est la seule explication. Et je pense qu'il n'y a aucun parti politique qui propose une alternative. Parce que le problème, je le rappelle, c'est de ne pas boycotter les élections ou d'aller aux élections. Le plus important, c'est d'apporter ou de proposer une alternative politique. Parce que nous, on ne vote pas ou on vote, on explique pourquoi. Samir. Donc, parce que si... avec tout le respect que je vous dois et que je dois à Djil Jadid, je pense que boycotter uniquement le vote, tout simplement, ça ne changera rien. Et d'inciter les gens à aller voter, ça ne changera rien. Mais par contre, de dire aux gens, boycotte le vote parce qu'on explique la raison et on offre une alternative, ça peut intéresser les gens. Et nous allons voir, avant de passer au sujet suivant, une déclaration de Ali Aïa, je crois, il s'appelle comme ça, monsieur l'imam d'Alger, de la Grande Mosquée. J'ai pas Monsieur Ali Aïa, il me semble qu'il s'appelle comme ça. نطلب من الشعب الجزائري أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته ولو بورقة بيضاء وهذا أكبر دليل على في نظرنا المحافظة على الأمن والاستقرار ومؤسسة الدولة. Et nous en arrivons au dernier sujet donc, de la rétro-info, le 20 avril, le printemps berbère. Du 20 avril 1980 à Tizi Ouzou, aux couleurs du printemps, par la rédaction. Alors, j'aimerais que nous commencions par quelque chose de très important. C'est que cette fois-ci, le MAC, pour le citer, le mouvement pour l'autodétermination, ce n'est pas l'autonomie, de la Kabylie, semble s'être emparé de cet événement. Il a d'abord commencé par rappeler, il y a un vide politique en Kabylie, des autres formations politiques qui sont laissées passer sous le nez, et le MAC, très intelligemment, de façon très stratégique, a multiplié les drapeaux. Quand on voit sur des plans généraux, par exemple, vous voyez le drapeau du MAC partout. Ils ont fait dans la com basique, classique, en fait, quand on est dans ce genre de situation. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ça, à propos du MAC, parce que le MAC, ce n'est pas le 20 avril. Oui. Du coup, ce sont deux sujets, à mon avis, différents, même s'ils se rencontrent. Sur le MAC, moi, je dirais, avec tout le respect que je dois aux amis que j'ai moi-même au sein du MAC, que j'en connais, en fait, qui sont à l'intérieur, qui n'aiment pas du tout ce que je dis à ce propos. Moi, je dis la scission, c'est-à-dire qu'on ait des mouvements comme ça, il faut le dire, très minoritaire en fait au sein de la population, mais qui appelle comme ça à une scission, c'est-à-dire à une rupture radicale, parfois qui peut emmener vers la violence, etc. Moi je dirais que ce sont des métastases du cancer qu'est la dictature. Et on a ça, mais ça ne s'arrêtera pas là. En fait, tant qu'on a cette dictature qui continue à ronger le pays, on va avoir des maladies très graves qui peuvent emporter le pays et le peuple, etc. Je ne pense pas que je sois le seul à le dire, tout le monde le dit. Mais le problème, vous venez de prononcer le mot minorité. Le MAC est une minorité agissante, mais ô combien agissante, puisque
tout le monde a eu l'impression... Moi, je mettrais des guillemets, je ne sais pas. Non, mais moi, je vais vous dire... moi, je ne vais pas spéculer. Moi, je ne fais pas confiance aux médias, je ne fais pas confiance à ceux qui arrivent à gérer ce genre de choses. Je ne spécule pas. Vous prenez les images qui circulent, qui ont été filmées par des acteurs et d'autres, pas seulement par le MAC. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des manifestants. Tous les manifestants ne sont pas MAC, mais tous les drapeaux sont MAC. Quasiment. Non, pourquoi? Moi qui connais ça un petit peu quand même, sans être spécialiste quand même, je vais voir des amis kabyles, je suis de Kabylie, j'y ai grandi, j'y ai vécu toute ma vie. J'ai manifesté quasiment pendant toute ma vie là-bas, j'y ai vécu 30 ans. Toutes les manifestations, j'y étais. Sidi Riche, Bdjaya, c'est connu, c'est une région où on manifeste pour Tamazight, etc. Les gens, on peut prendre le drapeau qui symbolise Tamazight sans être du MAC. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance. Je ne parle pas du drapeau Tamazight. Ils ont un drapeau, attention. Je sais, je connais. Je parle du drapeau MAC. Ok, très bien. Pas du drapeau Amazigh. Très bien. C'est chacun se fera son avis sur ce genre de questions. Moi, je me permets de donner mon avis. Vous êtes d'accord pour que les gens comprennent qu'il y a deux drapeaux. Il y a le drapeau Amazigh, il y a le drapeau MAC. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame. Oui. C'est ça le problème, en fait. Le fait que les dirigeants du MAC essayent de faire l'amalgame sur le 20 avril, etc., le fait qu'il organise ces manifestations en parallèle du 20 avril et tout, on est dans l'amalgame total, en fait. Et celui-là, il faut le décortiquer, ne pas laisser les gens dans ce que nous sommes en train de faire. Absolument. Et par ailleurs, juste ça, en fait, par ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux de nos compatriotes algériens qui veulent les réprimer, ces gens, en fait. Ils veulent les frapper, ils veulent les emprisonner, pourquoi pas les tuer. Moi, je ne suis pas d'accord. Tant que ces gens ont des revendications politiques à faire, qui sont strictement politiques, pas violentes, pas, qui ne viennent pas pour casser, ni frapper les gens et tout, ils ont le droit de s'exprimer. Je pense que les Algériens et les Algériens de cette région-là, de la Kabylie, ne sont pas bêtes et tout comme on croit, en fait. Les gens savent faire la part des choses. Moi, je suis en contact avec les gens de ma région. Il y a quelques personnes du MAC. Tout le monde n'est pas du MAC. Et c'est ma conviction. Je pense que les Algériens ne lâcheront pas sur la révolution algérienne. Ils ne lâcheront pas sur les Kabyles d'Alger, sur les Kabyles du centre de l'Algérie. Ils ne lâcheront pas le Sahara algérien. Ils ne piétineront pas la mémoire des chouhada qui se sont bagarrés pour ces frontières-là, qui ont été tracées avec le sang de chouhada kabyles, entre autres. Du coup, moi, je fais confiance aux Algériens. Par contre, je me méfie de la manipulation médiatique qui en est faite ici et là-bas. Oui. Vous êtes... Moi, je pense qu'il faut traiter ce sujet avec beaucoup de recul. Vraiment beaucoup de recul. Hein. Pourquoi je dis ça? Déjà, je tiens à préciser que je ne suis ni sympathisant, ni proche du MAC, ni quoi que ce soit. Dernièrement, ici à Paris, le 16 avril dernier, j'ai vraiment eu beaucoup de curiosité quand j'ai eu le rappel et j'ai pris des photos et j'ai parlé avec des gens, etc., pour vraiment essayer de comprendre ce mouvement. Parce qu'il faut le rappeler que la presse algérienne en fait de ce mouvement un mythe, ce qui n'est pas bien du tout. Parce que même si eux, ils ne se considèrent pas algériens, ils disent qu'on est kabyle, qu'on ne se reconnaît pas dans l'État algérien, mais c'est des Algériens, ils ont des passeports algériens, des cartes d'identité algériennes. Donc je parle, quand on dit il y a beaucoup d'amalgame à mon ami Samir, je pense que parce qu'il ne faut pas reprocher uniquement au MAC le fait d'essayer de récupérer le 20 avril. Il faut le reprocher à tous les partis politiques. Mais après, maintenant, les autres partis politiques ont lâché l'affaire et c'est le MAC qui a, il faut le dire, le monopole de cet événement. Je pense que c'est le fait c'est la folklorisation de cette date. Aujourd'hui, le RCD, on nous dit, va organiser quelque chose. Ah bah, nous allons voir s'il pourra réussir autant que le MAC. De toute façon, ils ne pourront jamais drainer autant de personnes, je pense, que le MAC. Je pense que le MAC maintenant... Mais ce que vous dites là donc, confirme que le MAC est en nette expansion. Non, ils sont en train de gagner du terrain. Ça, il faut qu'on le veuille ou non. C'est les chiffres, c'est la réalité, c'est le terrain. Il y a une marche ici à Paris, moi j'ai eu l'occasion, j'ai même discuté avec un policier, j'ai dit parce que moi je voyais qu'il y avait beaucoup de monde. Oui. Mais à un moment, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment traiter ce sujet avec beaucoup de recul. J'ai été voir un policier, j'ai remarqué que c'était lui qui prenait note. Je lui ai demandé gentiment, je me suis présenté, je lui ai montré ma carte de presse, je lui ai dit, en fait, vous pensez qu'il y a combien de personnes ici? Il m'a dit, je vous dis très honnêtement, il m'a dit, il y a entre 8 000 et 10 000 personnes. Quand même entre 8 000 et 10 000 personnes à Paris. Je pense qu'une marche, si on appelle à une marche pour l'Algérie, ça sera difficile peut-être de... Je n'affirme rien, je pense. C'est personnel. Personne, aucune organisation en France qui soit algérienne
qui peut atteindre ce chiffre. Oui, mais ce que je veux dire, Jamel, justement par rapport au MAC, je pense qu'on reproche trop au MAC le fait d'être extrémiste. Mais je pense que ça, c'est faux. Je vous dis pourquoi. Je pense que c'est l'extrémisme du pouvoir vis-à-vis de la Kabylie. Ce n'est pas parce que je suis kabyle que je vais le dire. Hein. À un moment, il y avait des gens, ça a commencé juste après l'indépendance, on a revendiqué l'officialisation de Tamazight, on a demandé des droits, et il y avait même la tentative d'arabisation de la Kabylie avec Boumedienne, etc. Il y avait les événements de 80. Pas seulement de la Kabylie. Non, toutes les régions ont subi le même traitement. Non, je parle de la Kabylie parce que on est en train de parler sur le MAC. Subi une égale oppression. Non, je parle de la Kabylie parce qu'on est en train de parler du MAC, et le MAC il est basé en Kabylie. Oui. Donc je pense que c'est toutes justement ces répressions et oppressions qui ont fait que le peuple adhère à ce peuple. Je pense que le peuple n'a pas le choix. Les partis politiques tous les partis politiques ont trahi la cause berbère, si je pourrais dire. Parce qu'après justement le multipartisme, après les années 90, il y avait quelques partis qui vraiment revendiquaient l'officialisation de Tamazight, etc. Mais ça n'a jamais été revendiqué comme le MAC. Donc les gens, c'est quelque part par désespoir et manque d'autres alternatives qu'ils adhèrent à ce mouvement. Moi, ici à Paris, j'ai discuté avec des gens, j'étais vraiment très curieux de comprendre ça. Je vous le rappelle, parce qu'on a fait de ça un mythe et les gens ne médiatisent pas. Médiatiser, ce n'est pas que couvrir leurs activités, mais il faut expliquer aux Algériens c'est quoi ce mouvement. Absolument. Il faut expliquer. Sans tabou. Bien sûr. Parce que moi, je connais même des médias qui ont censuré les photos. Non, ils ont photoshopé, ils ont enlevé les photos les drapeaux du MAC pour mettre des drapeaux tamazights ou algériens. Donc c'est un peu petit. Donc j'ai discuté avec des gens, effectivement, comme notre ami Samir l'a dit. Moi j'ai discuté avec beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'on n'est pas là parce qu'on est du MAC. Ils m'ont dit on est là pour célébrer le 20 avril. D'ailleurs ils n'avaient pas le drapeau du MAC. Tu vois comment ça se télescope comme ça Voilà, mais politiquement, parce qu'il faut faire très attention. Oui. On dit c'est une marche du MAC, même si tous les gens ne sont pas venus pour c'est lui qui a appelé. Oui, c'est pour ça que je dis politiquement, c'est une marche du MAC. Oui, c'est une marche du MAC. Voilà. Zoher Rouis. Bon, le 20 avril et le MAC, je suis d'accord, c'est d'abord un événement et une organisation et qui n'ont a priori rien à voir, l'un ayant précédé l'autre. Je préférerais plutôt rester sur le 20 avril qui pour moi a ouvert une série de prises de conscience dans le pays et je préfère vraiment qu'on garde plutôt cet état d'esprit parce que ça c'est ce qui nous ressemble et nous relie nous les Algériens. Le 20 avril, il y a eu par la suite en 86 Constantine, 88 les événements de 88, ensuite 2001, on s'en souvient encore. Voilà, donc là, nous sommes sur une construction d'une conscience citoyenne qui est partie avant le 20 avril, mais le 20 avril a été quand même fondateur de cette conscience citoyenne pour la démocratisation et la libération, finalement la libéralisation du pays. Après, le MAC, moi, je n'ai pas d'éléments pour dire il est majoritaire, minoritaire. Il cristallise un certain nombre de revendications de citoyens algériens à partir du moment où ça reste des revendications pacifiques. Voilà. Pacifiques. Mais la principale revendication aujourd'hui est l'autodétermination. Oui, mais comme nous sommes contre, l'idée ce n'est pas d'aller réprimer. L'idée, c'est de débattre avec les uns et les autres, de poser les choses. Pourquoi on en arrive à ce type de situation ? C'est parce qu'il n'y a pas de liberté dans ce pays. C'est parce qu'on a étouffé toutes les consciences. On a étouffé les gens avec une chape de plomb. Et quel est finalement l'appel d'air qui parle le mieux dans ces conditions-là ? C'est des extrêmes, ce sont des idées de ce type. Mais là, il faut discuter, il faut expliquer. Mais pour arriver à une situation apaisée où les Algériens, finalement, aient la capacité de cristalliser leurs revendications, peut-être sur d'autres sujets, peut-être sur d'autres organisations, il faut ouvrir le pays. La principale motivation, ce qui a vraiment construit ce printemps berbère, dont il faut rappeler qu'il s'est fait dans le sang. Oui. Tafsout Aberkan.
Printemps noir. Ça, c'est 2001. C'est 2001, printemps noir. Printemps berbère 1980. De Mouloud Maamri et le printemps noir. Région lui a fait connu 126 à 128 morts, plus de 5000 blessés dans certains. Mais la principale revendication était identitaire. C'est une revendication identitaire, notamment linguistique. Or maintenant, aujourd'hui, il faut le rappeler, l'université où avait été interdite la conférence de Mouloud Maamri s'appelle aujourd'hui l'universitaire Mouloud Maamri. C'est pour ça. Et l'officialisation de la langue tamazight a été faite. Or, non, c'est une officialisation entre guillemets partielle ou incomplète, attention. Justement, c'est là où je voulais en venir. Et la question, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous demande de vraiment synthétiser. Aujourd'hui, cette officialisation n'est-elle pas que de la poudre aux yeux? En quelques mots, pour en quelques mots, maximum 2 minutes pas très chacun. Long comme ça, moi je dirais qu'il ne faut pas opposer les Algériens les uns aux autres, tout simplement. Moi je pense que pendant une longue période qui vient d'être rappelée, on a réprimé les gens, on les a frappés, etc. On les a emprisonnés, certains sont morts, etc. C'est la répression qui donne de la légitimité à des mouvements extrémistes, sécessionnistes, etc. Donc voilà, c'est la dictature qui nous pose problème. Ensuite, il faut le dire, depuis quelques années, Wallah al-Adim, tous les Algériens, grâce peut-être à Internet, mais pas que, attention, il y a une conscience des gens. Il n'y a plus de conflit. Tamazight n'est pas mal vu par les Algériens. J'en connais des tonnes d'Algériens de toutes les régions qui se revendiquent. Ce n'est pas les Algériens qui sont contre Tamazight, c'est l'État. Hein, très bien, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas l'État, c'est le régime. C'est le régime, oui. Et du coup, je ne pense pas qu'il y ait de conflit, Tamazight, Taraf, etc. Ce n'est pas vrai. C'est une instrumentalisation qui est faite par d'abord la dictature et certains courants idéologiques d'un bord ou de l'autre d'ailleurs, qui essayent d'instrumentaliser tout ça pour des raisons partisanes, etc. 2 minutes chacun. Moi, peut-être, je dirais, d'ailleurs, je me souviens très bien à cette époque-ci, lors de l'annonce de l'officialisation de Tamazight, j'ai fait un papier, le titre c'était « Officialisation à plusieurs enjeux ». Parce que si on officialise vraiment cette langue et on veut l'égalité entre des Algériens et des Algériens, on va l'officialiser comme l'arabe. L'arabe, c'est une langue algérienne, Tamazight, c'est une langue algérienne. Mais ce que l'État a fait en plaçant l'arabe comme langue d'État, c'est une autre provocation. Ça ouvre un autre débat, une autre problématique. Du coup, si on veut vraiment unir le peuple algérien, ce qui n'est pas le but du régime, attention, hein, c'est de mettre... pas. On a des exemples concrets. En Belgique, on a 2 langues. Tu pars en Belgique, tu arrives à Bruxelles, tu as même les panneaux, par exemple. Le flamand et le français. Tu as le flamand, tu as le français, il n'y a pas de souci. Et tu rentres dans une poste, tu parles en flamand et en français. Même si la personne ne parle pas flamand, il appelle un collègue qui parle le flamand, il n'y a aucun souci. Parce que c'est juste, il faut comprendre que la langue, ce n'est qu'un langage de communication. Il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, la manœuvre machiavélique du système, je pense que c'est ça qui va encore enrichir et donner de la force au MAC. Zohar Rouis, le mot de la fin, en 2 minutes. Oui, ce n'est pas l'Algérien qui a un problème avec son identité, c'est ce régime qui a un problème avec les Algériens. Il a un problème avec tous les Algériens qui veulent s'exprimer librement et exercer leurs droits en Algérie. Et donc, quand on ferme un pays de la sorte, on favorise des extrêmes, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui se passe. Et c'est vers cette situation que nous dénonçons, cette situation que veut nous mener le régime, c'est-à-dire au mur, et c'est pour ça que nous en sommes devant cette situation. Tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait qu'il n'y avait pas d'alternative des partis politiques. Aujourd'hui, les partis ne peuvent que constater une situation, la dénoncer, amener un maximum de personnes à la dénoncer, mais pour que l'alternative devienne possible, il faut des conditions d'exercice de la démocratie et des libertés. Et pour cela, il faut s'asseoir autour de la table, il faut une sortie de crise, négocier, une transition, des élections libres et honnêtes, et que chacun puisse faire prévaloir finalement son projet de société et donc son alternative à lui, pour que les Algériens aient une offre politique en toute liberté. En attendant, la seule solution, c'est de dénoncer ce régime, de ne pas rentrer dans son jeu, de refuser ce qu'il propose et de ne pas finalement participer, comme on le voit là aux élections, à un partage du pouvoir, un partage de la rente, participer et profiter
de la rente telle qu'elle est faite. Mais c'est cela qu'il faut refuser. De vous avoir coupé, mais je pense que remettre en question tout le système et l'échec politique en Algérie, c'est une alternative. Parce que si on continue à appeler les gens à aller voter ou à boycotter, c'est d'une manière ou d'une autre quelque part, je ne dirais pas un soutien au pouvoir, mais aussi c'est... Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Bouzidi Chalalen, merci Samir Ouelatesh, merci Zohar Rouis. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté votre aimable attention. Comme on disait avant dans le NTV d'avant, Prawa la khair b'slama.